Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui devient de plus en plus populaire, l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est une préparation à base de lianes, traditionnellement consommée par les chamans des tribus d'Amazonie. Elle est généralement utilisée pour rentrer en transe, dans un but divinatoire. Effectivement, elle provoque des hallucinations visuelles et de plus en plus de touristes tentent l'expérience pour purifier leur âme, comprendre plus profondément le monde qui les entoure et leur soi, entre guillemets. Les expériences rapportées sont magiques, mais peuvent au contraire devenir tragiques. Il faut faire très attention et c'est là que l'on parle de la dérive de l'ayahuasca, car certains locaux se font passer pour des chamans. Dans ce cas, les doses données peuvent être dangereuses, il y a peu de vigilance, c'est mal surveillé, et certains touristes viennent juste pour se défoncer, ce qui n'est absolument pas le but de la consommation de cette préparation et de ce podcast non plus d'ailleurs. Cet épisode permet de connaître la grande expérience de Louis. En aucun cas, il a pour but de vous inciter à consommer. Et j'ai envie de dire, vous êtes des adultes, vous êtes grands, c'est pas le Mickey Mouse Club. Louis Thomas Pérez est à la base designer, artiste, mais aussi chaman, même si ce terme ne lui plaît pas trop car ça veut tout et rien dire, et il a raison sur ce point. Moi je suis un peu chaman de l'esprit des matchs à latte ou des bulles de champagne. Il a exploré en profondeur le tantra, les jeûnes, la méditation et le travail avec certaines plantes. Il nous partage ses expériences de cérémonie d'ayahuasca, comment ça l'a changé, comment il a évolué grâce à ça, son choix de vie, différent du parcours classique, comment il en est venu à pratiquer lui-même des cérémonies en Hollande, mais avec des champignons principalement. On parle de la légalité de ces pratiques et on rentre dans les détails, c'est-à-dire comment se passe une cérémonie avec lui, quel type de champignons il utilise, comment il les prépare, leur goût, les intentions précises qu'il y met, la durée de l'effet, la sécurité, etc. Comment ça peut nous permettre de retrouver un sens à sa vie et évoluer fortement avec bienveillance. Bonne écoute les cocos. Bonjour Louis. Bonjour. Peux-tu nous dire qui tu es en quelques phrases s'il te plaît ? Alors, je suis un... Je sais pas ce que je suis en fait. Je propose plusieurs services en fait, où j'essaie de faire en sorte que les gens ils s'ouvrent un peu plus à eux-mêmes, au monde, et qui arrivent à vivre une vie un peu plus authentique en fait, par plusieurs moyens différents, que ce soit l'art, que ce soit des soins énergétiques, comme on parlait des cérémonies chamaniques, et puis voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux cérémonies spirituelles et par laquelle tu as commencé ? Alors en fait, j'avais pas forcément d'intérêt pour les cérémonies. Je suis un peu tombé dedans par hasard. Comme Obélix dans la marmite. Exactement. Mais dans la marmite d'ayahuasca. Exactement, voilà. J'imagine pas. Mais en fait, c'était une période dans ma vie où j'étais très déprimé. En fait, je sortais d'une relation assez difficile. Et j'étais vraiment paumé, pareil au niveau professionnel. J'aimais ce que je faisais, mais je sentais que c'était pas exactement ça. Tu faisais du design, c'est ça ? Je faisais du design, j'étais en train de déjà plus me diriger vers un truc plus libre, de l'art en fait. Je faisais des résidences artistiques et puis j'arrivais à des moments où je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Est-ce que ça a du sens ? Et du coup, en fait, j'ai fait une résidence artistique en Colombie. Je suis à moitié colombien en fait. Mon père est colombien. Du coup, j'ai de la famille là-bas, j'en ai profité pour faire un petit coucou. Et mon cousin, ça faisait, 5 années qu'il suivait un chemin spirituel avec l'ayahuasca, qu'ils appellent l'Iahé là-bas d'ailleurs. Et du coup, on a commencé à papoter. Et puis moi, il y avait plein de choses où j'étais déjà dans un bain un peu de recherche. J'avais fait beaucoup d'arts martiaux qui m'avaient poussé à m'intéresser à la méditation. Et puis du coup, j'avais un questionnement sur moi-même et sur pourquoi, comment, où on est là. Et du coup, il me propose de l'accompagner dans une cérémonie 2 jours plus tard. Et du coup, j'y suis allé avec lui. Et puis en fait, ça a complètement bouleversé ma vie. En fait. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé dans cette cérémonie ? Il y a eu un wake-up call ? C'était un trio de cérémonies en fait. C'était 3 cérémonies séparées à peu près d'un mois. Où la première en fait c'était pas du tout ce que je m'imaginais en fait. C'était vraiment un truc très physique où j'ai pas eu de voyage, de voir des esprits, des choses comme ça. C'était vraiment très simple en fait. Pendant la cérémonie a commencé, pendant 6 heures en fait, il s'est rien passé pour moi. Je voyais tout le monde autour de moi en train de vomir, en train de crier, dans leur processus. Et là tu te dis mais qu'est-ce que je fous là ? Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils sont bizarres en Colombie. Pourquoi il m'arrive rien ? Parce qu'on m'avait un peu expliqué ce que c'était. Au final, je me dis, peut-être que je suis immunisé à l'ayahuasca, j'en sais rien, je vais demander au chaman. J'y vais, et en fait, pendant que j'y vais, c'est comme si j'avais un peu baissé ma garde, parce que j'étais un peu sur mon qui-vive, quoi. Et là, en fait, je me sens complètement écrasé par la gravité, comme s'il avait été multiplié par 100.
ou même plus, impossible de bouger, presque. Enfin, c'était vraiment comme si une force m'appuyait. C'était pas juste j'étais, sur le ventre, c'était vraiment comme si j'étais écrasé. Je peinais à respirer, si j'essayais de parler, j'avais vraiment une douleur comme si des couteaux me sortaient de la gorge. Et je suis resté comme ça, à endurer ça pendant 4 heures à peu près. Donc tu commençais à angoisser? En fait, non, parce qu'en fait, j'ai fait, comme je disais plus tôt, j'ai fait pas mal d'arts martiaux, et du coup, je me suis dit, bon, ok, tranquille, respire, ça va passer. Enfin, tous ces trucs-là où je suis resté dans mon truc, je me dis, de toute façon, au bout d'un moment, ils verront bien que je suis mal ou un truc comme ça. Et là, 3 jours plus tard, merde, il n'y a plus Et en personne. fait, ça durait tellement longtemps Ouais. qu'en fait, on arrive à un point de rupture, en fait. Et je me suis rendu compte que j'endurais. Et au bout d'un moment, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que je suis en train de souffrir comme ça alors qu'on m'a parlé de transe extatique, de révélation, et puis là, je suis juste en train de souffrir comme un chien. C'est très physique, toi. Moi, c'était très physique cette première fois. Et là, en fait, quand je me suis posé cette question, j'ai eu la réponse directement. C'était tu souffres comme ça parce que tu choisis, en fait. Et là, c'était une révélation. Mais ouais, en fait, c'est moi qui suis en train de choisir de me mettre dans ces états-là, en fait. Le déclic, c'est vraiment quelque chose de très, très interne. Très profond. Mais c'était vraiment une compréhension de, en fait, c'est moi qui fais ça. En fond, il y avait une chanson qui reprenait les paroles d'Ho'oponopono. C'est une série d'affirmations c'est un peu comme une prière. Il me semble que c'est excuse-moi, pardon, merci, je t'aime, un truc comme Voilà, ça. exactement. Du coup, moi, c'était en espagnol, du coup, je pouvais. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à me réciter ça moi-même. Ça a commencé à vraiment m'aider. Et puis, j'ai commencé à pouvoir me lever, à respirer. Du coup, j'avais des larmes de joie où c'était vraiment une compréhension de ce qui m'arrivait, même si c'était très simple, de juste comprendre que tout ce qui m'arrivait, c'est moi qui le choisissais. C'était hyper fort. Et après, pendant toute la journée d'après, c'est comme si la plante me coachait. Ouais. Comme Et si ça continuait, même comme si si tu ça avais continuait. retrouvé En fait, tes... j'avais retrouvé mon état normal. Tout le monde avait un peu retrouvé ça, mais il y a un peu comme une sorte d'effet qui continue un petit peu sur 1 ou 2 jours. Mais c'est pas du tout un effet psychédélique, c'est plus on est un peu dans l'euphorie de tout ce qu'on a appris. Ouais. Moi, à chaque fois que je faisais quelque chose qui me faisait me sentir mal à l'aise, peu importe le degré du truc, ça peut être juste quelqu'un parle pas assez fort, je demande pas à la personne de parler plus fort, c'était une sorte de gêne en fait. Et à chaque fois qu'il y avait ça, il y avait comme cette douleur que j'avais eue dans la gorge. Avec l'ayahuasca ? Avec l'ayahuasca qui revenait. Et c'était un peu un signal en mode là, tu es en train de te faire souffrir, là, tu es en train de choisir la souffrance. En fait, petit à petit, ça pouvait même être genre, je suis assis dans la même position depuis trop longtemps et mon corps a besoin de bouger. Ouais. Et ça me faisait ça. Ça me refait cette douleur. Ça, c'était ma première rencontre avec l'ayahuasca. C'est très, très personnel pour tout le monde. Donc, Ouais. vous attendez pas à souffrir pendant 4 heures si vous prenez de l'ayahuasca. Du coup, ouais, c'est ça qui t'a marqué dans cette expérience. Est-ce que dans les 2 autres, ça a été le même genre de choses ou là, Non, c'était plus les 2 doux ? autres, c'était vraiment complètement différent. Je dirais pas plus doux, Ouais. mais complètement différent. La deuxième fois, pour le coup, c'est la première fois où ça m'a vraiment ouvert des réalités ou des perceptions que j'imaginais même pas. Ouais, extrasensoriel. Extrasensoriel, ou je sais même pas comment le décrire. C'est comme si j'étais encore en train de comprendre des choses de cette cérémonie 5 ans après. En fait, c'est un enseignement. C'est comme si on apprenait nous-mêmes en fait et on se guérissait nous-mêmes. C'est ça qui est très fort avec tout ce qui est le travail avec les plantes. C'est que c'est pas quelqu'un qui nous dit de faire quoi que ce soit en fait. C'est un ressenti personnel où on va comprendre quelque chose. Du coup, ça a beaucoup plus de force parce qu'on comprend par l'expérience, pas par la croyance. Donc c'est pas tu devrais faire ça parce que ça. Tu sens vraiment dans ton corps, dans ton âme, dans tes émotions un déclic. Et après, en fait, c'est vraiment ce truc-là, c'est une vérité pour toi. C'est pas juste quelqu'un qui a dit Oui. qui a dit quelque chose. Ouais, fais-toi des affirmations Ouais, positives et ça va changer ta vie. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est vraiment tu t'es fait une affirmation positive et tu as eu le résultat directement après. Et ça a cliqué. Tu sais que ça fonctionne et c'est vraiment enraciné en toi. Et alors, du coup, tu es rentré en France. Et là, tu t'es dit, bon, bah, j'ai plus du tout envie de faire ce que je faisais. Il faut que j'aille plus loin dans mes expériences spirituelles. Comment ça s'est passé ? En fait, ce qui s'est passé, j'ai vraiment ressenti en fait, que ce que je faisais, c'était mon travail. Du coup, j'étais designer. J'avais l'impression de fabriquer des gadgets inutiles pour nourrir l'ego des gens. Du coup, j'avais beaucoup moins envie de le faire. Et c'était un petit peu ce qui me gênait à la base, mais je me le cachais, je trouvais toutes les excuses. Et puis, après, 5 ans d'études, tous les travaux que j'avais fait, c'est en mode beaucoup de travail. Et puis, j'avais pas envie de mettre tout ça à la poubelle. C'est pas vraiment mis à la poubelle, en fait. C'était juste comme si j'ai ouvert un nouveau chapitre. En fait, 5 ou 6 ans plus tard, je commence à reprendre contact avec ce côté créatif, ce côté artistique,
qui en fait est complètement lié à tout le côté spirituel, en fait à la vie en fait. On n'y a pas de vie sans création en fait. Oui, donc voilà, donc tu es en train de relier le côté artistique avec le côté spirituel que tu as appris ces dernières années. J'ai fait un autre point et puis maintenant je les relie quoi. Enfin, je fais les liens que je faisais pas, où j'invente ça, et puis en fait au bout d'un moment c'est juste non, en fait arrête d'essayer de trouver pourquoi tu les remarques, c'est comme un petit clin d'œil et puis c'est cool et puis c'est tout quoi. Va pas plus loin sinon tu vas devenir fou. C'est ça. Donc du coup, quand tu es rentré en France, tu as fait des expériences spirituelles, tu as arrêté de travailler ou tu continuais à travailler en te formant spirituellement ? Je continuais à faire des petits trucs, des petits boulots qui arrivaient, un boulot de photographe par-ci. Ouais, des petits trucs comme ça qui m'arrivaient, des petits contrats qui me payaient un stage ici ou qui me payaient le loyer. Puis c'était. T'as toujours réussi, à te. Ouais, voilà, ça c'est un truc aussi quand tu commences vraiment à t'engager dans une voie. Même si j'ai l'impression que je suis fauché depuis 6 ans, mais en fait tout ce que j'ai voulu faire, j'ai pu le faire en fait, sans vraiment avoir de problème. Des chiffres sur mon compte qui sont pas très haut, mais sinon, en fait, au final, si je fais abstraction de ça, en fait, j'ai une vie géniale, je vis dans des lieux hyper beaux, je voyage. C'est là où tu te demandes, est-ce que le confort vs la qualité vraiment de vie, c'est-à-dire que tu travailles pas comme quelqu'un qui va être, je sais pas, informaticien qui gagne bien toute la vie, mais qui finalement, c'est une routine. Tu vois, qui vit, et toi, tu voyages, tu fais plein de choses, mais en même temps, tu gagnes moins. Donc, c'est difficile de savoir où est l'équilibre. Ça dépend de ce que tu veux, quoi. L'important, c'est que tu sois heureux. Pour moi, en fait, c'est ça le baromètre principal. En fait, au final, si je me concentre sur les chiffres, je vais commencer à être triste. Mais au final, si je me concentre sur ma vie et sur ce qui me rend heureux, en fait, pas un moment. T'échangerais ça avec une vie plus classique. J'ai pas à me plaindre, en fait, je fais ce que je veux presque quand je veux. Mes activités, en fait, c'est hyper enrichissant, j'apprends tout le temps. Les gens avec qui je travaille ont des larmes de gratitude. C'est pas dans n'importe quelle autre activité où il y a ça. Dans le design, c'est plutôt en mode on va se critiquer ce que tu as fait pendant des heures, il faut tout changer au dernier moment, et puis c'est du travail. Là, c'est vraiment complètement le contraire. Et toi, tu as un jumeau ? Du coup, je viens de l'apprendre. Moi aussi, j'ai une jumelle, donc c'est toujours rigolo. On a quand même des points communs. Il fait des cérémonies de champi. Alors non, il ne m'utilise pas. Mais est-ce que lui, il est très spirituel ou pas du tout ? Pas du tout. Lui, il a sa petite boîte de com où il est très content de bosser là-dedans. Et en fait, non, ça lui va très bien. Il est très content. Vous n'avez pas la même vie, mais vous entendez bien pour autant ? Oui, voilà, on s'entend très bien. Et en fait, c'est pas... justement, quand on sort d'expériences fortes comme les cérémonies, on a tendance à vouloir l'imposer aux gens. Oui. Je pense que tout le monde passe par là, c'est une phase. Chacun son combat. Il faut pas les embêter, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent en fait. Non, c'est vrai. On va pas imposer. Le libre arbitre, c'est un des trucs les plus sacrés qui soit. Je pense que c'est parce que tu vis tellement une expérience inoubliable, ou même par exemple, c'est quand tu te lances dans le véganisme, tu dis ça c'est génial, et puis du coup tu as envie que tout le monde soit pareil, et tu essayes de le transformer. Mais en fait, tu peux pas, tu te rends compte que c'est très limité. En fait, faut déjà se préoccuper de sa propre vie, et puis en fait, les gens, s'ils sont inspirés par ce que tu fais, ils vont te poser des questions et tu vas pouvoir les guider ou peu importe, ou juste continuer à les inspirer. En fait, en général, quand tu essayes d'imposer ou de convaincre les gens, c'est la réaction contraire, ça va être tendance à se repousser ou à se protéger. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer toi-même tes cérémonies champi ? Alors, c'était pas une envie, en fait, ça m'est un peu tombé dessus, comme la cérémonie, où en fait, c'était à Amsterdam, justement. Du coup, je faisais des stages de tantra avec des amis, et j'étais chez un ami qui est hypnothérapeute, et il avait commencé à faire des expériences avec de la psilocybine, donc des champignons, avec ses clients en fait, parce que ça a des propriétés qui sont hyper puissantes contre la dépression, contre les addictions, et beaucoup plus de choses. Je pense que c'est vraiment le bout de l'iceberg qu'on commence à voir. Et du coup, il m'a proposé de faire une cérémonie. Il n'appelait pas ça du tout comme ça, il a dit on va juste prendre faire une séance quoi. On va faire une séance. Et en fait, la façon dont il faisait... En fait, moi, après avoir fait les cérémonies avec le chaman en Colombie, en fait, ça me paraissait être horrible, en fait. Ah ouais ? C'était juste, en fait, on prend des champignons et puis voilà. Dans son appart, où c'était pas super bien rangé, il n'y avait pas une super belle atmosphère. Et en plus, j'imagine que quand tu fais ce genre de séance ou de cérémonie, tu es encore plus sensible au monde extérieur, au monde dans lequel tu es. Exactement. Moi, en fait, j'avais déjà eu l'impact des cérémonies d'avant, et j'ai dit non, mais là, en fait, moi, il est hors de question que je fasse une cérémonie comme ça. Je vais... déjà, le chaman m'avait donné une playlist avec tous les sons qu'il utilise pendant les cérémonies. Il dit déjà, on va mettre ça comme base sonore de fond. Et on va nettoyer un petit peu, on va poser une intention chacun en groupe, comme j'avais fait avec le chaman, pour savoir où on veut aller pendant cette cérémonie.
Du coup, petit à petit, j'ai commencé à faire ça. Et lui, en fait, il avait des clients. Et en fait, il s'est rendu compte que, apparemment, je faisais ça mieux que lui. Et du coup, il a commencé à me déléguer plein de clients. Et c'est entre autres comme ça que je commençais à survivre Ouais. à Amsterdam. Petit à petit, du coup, j'ai construit ma propre protocole En l'ayant expérimenté. en l'expérimentant petit à petit, et en ajoutant des choses ou en enlevant des choses, et en Donc, évoluant aussi. tu t'es formé du coup sur le tas et tu t'es formé avec les expériences que tu as vécues et les différentes cérémonies. Parce qu'il n'y a pas que l'ayahuasca, j'imagine que tu as fait d'autres Oui, cérémonies. voilà, je fais d'autres cérémonies aussi. L'ayahuasca, on va dire, a une bonne cote, et les champignons sont un peu mis dans le sac des drogues récréatives. Oui, à Amsterdam, prendre des Amsterdam, champis. voilà, tout Ouais. ça. Et en fait, c'est une plante, enfin, c'est même pas vraiment une plante, des champignons, mais on va dire une plante, qui est tout aussi forte que l'ayahuasca. J'ai fait des cérémonies où je me disais, mais en fait, où est-ce que enfin, c'était vraiment tellement fort que après, ça dépend aussi beaucoup de comment on fait cette cérémonie, en fait. Si on fait effectivement dans la rue, après avoir bu quelques bières et tout, sans poser d'intention, on va pas aller trop loin. Mais si on est bien guidé dans un espace qui est à même de nous porter aussi, c'est vraiment très fort. Ouais. Bah, justement, on va parler de tes cérémonies. Quel type de champignons tu utilises? Alors ça dépend en fait. En général, c'est des champignons qui contiennent de la psilocybine, tout le temps d'ailleurs. En fait, c'est plus ou moins le même champignon, et il y a des variations très infimes qui font qu'ils vont avoir une couleur différente ou une forme un peu différente, mais dans l'essence, c'est le même champignon. Et après, il y a des truffes, donc ça, c'est ce que j'utilise maintenant vraiment parce que pour des raisons légales en fait. À Amsterdam, c'est légal. J'allais te demander, en France, c'est pas légal. En France, je ne pense pas. Ouais, on est En France, d'accord. je ne pense pas, mais à Amsterdam, c'est légal. D'accord. Mm. Et donc ces champignons-là, j'imagine que tu vas pas les récolter le matin dans la forêt. Où C'est est-ce possible. où est-ce que tu les trouves? Ah, ça, c'est un truc qui est intéressant à Amsterdam, c'est que c'est illégal d'acheter des champignons, mais c'est légal d'acheter des kits pour faire pousser les champignons. Logique. Bah, d'un autre côté, c'est bien, au moins tu les fais Ouais, toi-même. donc voilà, c'est en gros C'est tout frais. comme ça. Je l'ai fait pousser, donc maintenant j'ai un peu laissé ça de côté. Comme je voyage pas mal, j'ai pas l'occasion, mais du coup, comme j'utilise des truffes maintenant, c'est bon, ça, on va dire que c'est problème réglé. Et ça se prépare comment? Est-ce que tu les sèches avant? Oui, enfin ça dépend en fait, on peut les utiliser de plein de façons différentes. Tu peux les prendre comme ça, tout frais. Ouais. Tu peux les sécher et les prendre tout séchés. Bon, après, c'est pas le même poids parce que en gros, la masse est divisée par 10. Il y a beaucoup d'eau dans les champignons, donc quand tu les sèches, au lieu de prendre 20 grammes, on va prendre 2 grammes. On peut le mettre dans de l'eau chaude, faire une sorte de petite soupe ou quoi, mais moi, en général, je te donne juste comme ça. Quoi, tu fais une omelette avec? Si tu pourrais, mais en fait, voilà, je le fais le plus simplement possible. Je donne juste les champignons, les personnes le mâchent et puis l'avalent. Et puis, Par contre, ça n'a pas un goût de truffe, non? Parce que ce serait pas mal non, si au moins il y avait un bon mais goût de truffe. les champignons ont goût de champignons en fait. C'est pas, Ouais, ils ont pas un goût particulier. pas particulier. On dirait vraiment des champignons. Les truffes, ça dépend. Il y en a qui ont un goût assez atroce. Ouais. Et d'autres où c'est un goût un peu plus de noix ou de noisette. Et puis, c'est pas désagréable non plus. Effectivement, peut-être que le fait qu'on les mange directement et pas en thé, c'est plus rapide à avaler, c'est réglé, alors qu'un thé, ça doit avoir un goût un peu amer ou... C'est pas du Je iced sais tea, pas. quoi. Ouais, non, voilà, c'est un peu. Je pense que ça dépend des gens. Ouais. Je pense que l'été, c'est plus que les gens rajoutent du miel ou du sucre ou d'autres trucs pour faire passer la pilule. Tu vas Mais dire, hop là. pour des plantes chamaniques, vraiment les champignons, c'est vraiment pas mal comme goût. Hein. Ouais, on est pas mal. L'ayahuasca et d'autres choses, c'est vraiment infâme comme goût. Donc, Et pourquoi tu n'utilises pas l'ayahuasca et pourquoi tu fais des cérémonies de champi? alors, premièrement, c'est pour des raisons Légal? légales, plus ou moins. Aussi parce que j'ai beaucoup plus travaillé avec les champignons. Ça, c'est la raison première, en fait, où je suis très à l'aise, on va dire, à naviguer cet état de conscience. Oui, il faut faire très attention. Tu peux pas devenir chaman du jour au lendemain et utiliser n'importe quelle plante. En fait, ouais, moi, j'ai fait beaucoup de cérémonies au début où, en fait, j'étais plus un babysitter. Ouais. Où j'étais là à côté de la personne pour faire en sorte qu'elle se sente à l'aise, pour faire en sorte qu'elle n'ait pas peur qu'il se passe quelque chose, pour un peu la surveiller, parce qu'il y a toutes ces légendes
de gens qui se défenestrent, des gens c'est vraiment que des légendes. Hein. Moi, j'ai jamais eu de personnes qui ont décidé de se tuer de ou se de... tuer ou non. Je pense que c'est peut-être quand les gens le font dans tout seul, sans chaman ou sans... sans chaman, et qu'ils ont mélangé avec d'autres choses et qui sont dans des lieux qui sont pas appropriés. Donc voilà, tu utilises les champignons parce que c'est légal et parce que tu es à l'aise avec ça. Ouais, je suis à l'aise avec ça et j'ai beaucoup plus d'expérience qu'avec l'ayahuasca. Ouais. Comment ça se passe une cérémonie avec toi, au niveau des installations, de la méditation, de la durée? Alors moi, en fait, déjà, je fais un travail en amont. Je trouve que c'est très important pour que les gens se préparent. Donc, je leur donne aussi une diète à suivre. Ils ont pas... Enfin, voilà, j'essaie de un peu commencer à les préparer. Bon, à pas... Physiquement. Physiquement, voilà. À pas se mettre une mine ou pas... D'être un peu pur, on va dire, dans le sens de ne pas se sentir mal. Et après, il y a certains aliments que je dis d'éviter, comme l'ail, l'oignon. C'est des aliments dans plusieurs traditions qui ont tendance à fermer les capacités à s'ouvrir psychiquement Ouais, ou spirituellement. Le sel ou les choses trop grasses, j'imagine. Voilà, après, ça n'a pas un impact super important. Je pense que c'est vraiment pour les gens qui veulent faire un travail beaucoup plus approfondi, ça a un impact. Donc, je donne tout un mail de préparation aux gens. Pareil pour quand ils arrivent. Je leur donne toute une conduite à suivre pendant la cérémonie, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, ce qui risque de leur arriver. Donc, ça peut être un peu de nausée, des visions, de voir des choses qu'ils ne voient pas d'habitude, d'avoir des compréhensions, d'avoir des libérations émotionnelles pour pas qu'ils sachent à quoi s'attendre. En fait. Qu'ils disent « Ah ben non, merde, qu'est-ce qui se passe ?» Voilà, que ce ne soit pas une surprise et qu'ils angoissent, quoi. Ouais, qu'ils puissent justement profiter de ça comme d'une opportunité plutôt que que ce soit une crise. Donc après, il y a tout le travail pendant la cérémonie. Donc déjà, il y a le lieu, c'est super important le lieu. C'est en fait créer un espace où en fait les gens ils se sentent complètement à l'aise, en sécurité, détendus. Ouais, voilà, c'est très important. C'est très important. Oui, si tu fais ça dans un hangar ou dans ton appartement de 40 mètres carrés alors que vous êtes 30. Ouais, voilà, c'est hyper important qu'il y ait un confort, une sécurité. Ça va être un des facteurs les plus forts pour que les gens ils puissent vraiment lâcher prise en fait. Ouais. En fait, moi je crée un espace, que ce soit avec ma présence ou avec tout ce que je prépare, qui les met vraiment à l'aise en fait. C'est le truc principal où ils peuvent. C'est un peu comme une discussion avec une personne en fait. Si la personne elle nous met vraiment mal à l'aise et on va pas vraiment s'ouvrir et lui dire mais si c'est quelqu'un avec qui il y a un bon feeling, on va commencer à vraiment s'ouvrir, on va commencer à déblatérer sur sa vie, ses secrets, ma pire honte, ma pire peur, mes trucs. Et puis en fait, c'est la même chose en fait. Sauf que c'est une discussion avec soi-même, c'est la même idée en fait. Et vous êtes combien environ ? Ça dépend en fait. Je peux faire des cérémonies privées ou je peux faire des cérémonies, je suis allé jusqu'à 15 personnes. Il ne faut pas être trop non plus. Surtout si tu es tout seul pour gérer 15 personnes. En tout cas, moi, 15, c'est vraiment le maximum que je me vois avoir. Et ça dépend des lieux. Il y a des lieux où je ne prendrai pas plus de 5 personnes. Où, je privilégie le bon déroulement de la cérémonie sur le nombre de personnes que je peux avoir. Parce que, déjà, je ne peux pas gérer 15 personnes dans un lieu trop petit. Puis tu es responsable. Bah, voilà aussi. C'est du travail à plein temps. Parce que ça dure combien de temps ? Alors, si on compte juste l'effet des champignons, ça dure à peu près entre 4 et 8 heures. Ah, c'est long quand même. Dépendant des personnes, de leur sensibilité, leur ouverture aussi. Voilà, en moyenne 5 heures, on va dire. D'accord, donc c'est une soirée ? C'est une soirée en général. Ouais. Je préfère largement le faire sous le voile de la nuit. Ouais. C'est plus propice à... C'est plus propice, on sent vraiment un peu plus dans un cocon, plus un regard d'introspection aussi. Ouais. Et après, vous communiquez sur tout ce que vous avez vu, ressenti. Voilà, après, donc, il y a la cérémonie qui se passe. Donc, avant la cérémonie, j'accompagne chaque participant pour essayer qu'il formule une intention pour la cérémonie. Alors l'intention, ça va être quoi ? Ça va être un fil conducteur. En général, l'intention, c'est la même pour tout le monde, qui est en fait, je ne suis pas 100% du temps complètement heureux, il y a quelque chose qui me retient, et après la personne va le formuler avec ses propres mots. Mais en règle générale,
de mon observation, c'est ça en fait. On ne fait pas une cérémonie juste comme ça pour le fun, où c'est vraiment en mode, bon, il y a quelque chose qui me bloque, je ne me sens pas complètement à l'aise, j'aimerais bien avancer un peu plus. Après, ça peut être au niveau des relations, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de L'enfance. Voilà, il y a plein de trucs où les gens vont poser les mots qui leur parlent le plus, mais en règle générale, ça va être ça. Et il faut combien de séances en moyenne? Une seule, ça suffit? Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont... une séance, ça va être assez pour, je sais pas, peut-être pour la vie ou pour 5 ans. Et d'autres personnes qui vont vraiment... beaucoup de travail à faire. Ou beaucoup de travail à faire, ou qui vont avoir beaucoup d'affinités avec ce genre de travail. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont comprendre plein de choses très rapidement, et ils vont aussi se rendre compte que c'est un travail comme des gens, on a une affinité avec la danse ou avec la musique, ils vont dire, ouais, non, mais en fait, ce truc-là, ça m'apporte quelque chose dans ma vie, dans ma compréhension du monde que j'ai envie d'explorer. Donc c'est aussi ou juste une petite passade ou un chemin de vie aussi. Donc, ouais, on peut pas devenir addict à ça, si? Non, c'est vraiment des substances où c'est justement, après la cérémonie, il y a tout un processus d'intégration. C'est comme si à chaque cérémonie, toute ta vie est secouée. Ouais. Et c'est en mode, tu te dis, non mais là c'était... lourd. La dernière fois, plus jamais, là, ça m'apportait beaucoup, mais là, j'ai de quoi travailler. En fait, c'est comme une cérémonie, c'est comme une leçon, en fait. Tu vas à la fac, tu as un cours, mais c'est un cours qui est tellement dense, tu te dis, non, mais là, il faut que j'apprenne tout ça. Il me faut 3 ans pour comprendre toute la leçon, faire tous mes devoirs, faire les exercices qui vont faire que j'ai bien intégré toute la leçon avant d'y retourner. Et c'est pas du tout... Il n'y a pas du tout de truc addictif. Au contraire, c'est quelque chose qui va casser les schémas. Oui, parce que tu peux comprendre pourquoi tu es addict à certaines choses, justement. Pourquoi tu es alcoolique, pourquoi tu fumes, il y a des choses où tu vas complètement comprendre. Et est-ce que tu as vu des symptômes récurrents chez les gens qui ont fait cette séance, cette cérémonie? C'est-à-dire des symptômes... par exemple, ils vomissent, ou je sais pas, un peu d'euphorie, ou au contraire, enfin voilà, des symptômes qui reviennent généralement dans tes cérémonies. Donc il y a les libérations émotionnelles. Donc ça peut être sous forme de tristesse, des fois c'est juste du rire, des fois ça va être de la colère, des fois ça va être un peu un dégoût de soi-même, ou ça va être... Il y a plein de choses qui se passent. Ça, c'est un des points communs assez forts, c'est ça. Après, ça peut être très différent. Il y a des gens, ça va être très corporel, ça va être très physique. Ils vont se sentir danser. Ils vont être dansés plus que danser eux-mêmes. C'est comme s'ils sentaient qu'une force les bougeait. Ah, c'est ce qu'on appelle les mouvements de libération physique, c'est ça? Je ne sais pas trop ce que c'est ça, mais oui, c'est vraiment des mouvements où en fait le corps, il bouge tout seul. Il a son intelligence et puis il bouge tout seul. C'est marrant parce que moi, dans certaines méditations que je fais, j'ai mes mains qui commencent à bouger toutes seules. Voilà, moi aussi, mais c'est du coup... ça doit être le même genre, quoi. Je pense qu'on on tous fait plus ou moins de la même façon. C'est l'énergie qui doit circuler, je sais pas, qui doit se libérer, peut-être. C'est ça, et je pense qu'on est très conditionné à penser qu'il n'y a que notre cerveau qui dirige tout. Mais notre corps a sa propre intelligence, et aussi de penser qu'on n'est qu'un corps physique, alors que au final, quand on pousse un petit peu plus le truc, il y a plein de cultures qui parlent de corps énergétique, d'aura, peu importe, mais il y a vraiment plein de choses qu'on ressent et qu'on comprend dans ces cérémonies. Donc pas forcément, mais c'est des petits savoirs qui peuvent arriver dans la cérémonie, de se rendre compte que en fait, on a aussi... notre part de responsabilité dans notre malheur, ou je ne sais quoi. Non, on a toujours notre part de responsabilité. Rectification. Ouais, c'est clair. Et justement, ça, c'est un des travaux principaux, c'est en fait que les gens reprennent leurs responsabilités, en fait, et du coup leur pouvoir, en fait, parce que là, en fait, on est dans une culture où on est malade, on va voir le docteur nous guérit, et puis on s'est pas posé la question de pourquoi. Voilà. Alors que là, je suis malade, et puis comme j'ai expliqué plus tôt dans ma première cérémonie, pourquoi ? Parce que c'est moi qui l'ai choisi. C'est pas forcément sur un plan conscient, mais si on parle du principe où en fait tout ce qu'on fait, on le choisit et qu'on en est responsable, en fait après le mécanisme ou l'excuse de pointer du doigt à quelqu'un, c'est la faute de la société, c'est la faute je sais pas, de papa, de la météo, peu importe, ça commence à partir. On peut plus blâmer les autres, mais du coup ça redonne du pouvoir, parce qu'en fait
on a le pouvoir de changer ça, en fait. C'est une vraie prise de conscience. C'est ça, c'est une vraie prise de conscience. Parce que tu es conscient tout le long, malgré le fait que tes perceptions changent. Est-ce que tu es conscient? Ah oui, t'es complètement Voilà, conscient. c'est pas comme si tu avais oublié, tu t'étais réveillé, qu'est-ce que j'ai foutu? Je crois que j'ai chié non, partout. Non, mais tu vois ce que non. je veux dire? Pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout ça. Je pense que c'est la peur de plein de gens. Ouais. Mais en fait, non, on est complètement conscient, on peut complètement garder contrôle. Bon, il y a des fois où on se fait un petit peu, pas embarquer, mais où on va explorer des sensations, des choses qu'on n'a jamais vécues, donc ça peut faire un peu peur. Mais en fait, c'est comme si c'était un dialogue avec nous-mêmes, avec des potentiels qu'on n'a jamais vraiment vécus. Enfin, il y a des choses qu'on peut vivre comme ça sans prendre aucune substance, des sorties de corps, des soins énergétiques, ce genre de choses où en fait on n'a rien pris, mais le corps il a les mêmes expériences. Ouais, en fait, c'est comme si on se libérait de notre ego et du coup, on ouvrait les portes à notre âme un petit peu, quoi. Ouais, voilà, voilà. Sans la pollution qu'on s'inflige. En fait, voilà, pour moi, cette définition de l'ego, ce serait vraiment toutes les étiquettes qu'on se met, la pression qu'on se met aussi. La pression qu'on se met, toutes les boîtes dans lesquelles on se met, genre je suis que un corps, je suis que designer, je suis un homme, pas un humain, ou même je suis un humain, c'est encore des étiquettes, et plus on enlève ces étiquettes, plus on s'ouvre, et plus il y a d'autres perceptions qui peuvent s'ouvrir. Vomir est pratique courante dans ces cérémonies. On parle de purge et son rôle est très important. Est-ce qu'on est obligé de vomir ou comment ça se passe? Alors non, on n'est pas du tout obligé de vomir. Après, c'est ce que je parlais de libération émotionnelle. En fait, ça peut se passer sous plein de façons différentes. L'ayahuasca a tendance à faire vomir ou de faire aller à la selle, mais ce n'est pas du tout le cas avec les champignons. Avec les champignons, c'est plus, en tout cas personnellement et de ce que je vois des gens que je suis, ça va être plus des larmes et l'urine des fois aussi. C'est moins fort quelque part. C'est pas moins fort, c'est différent en fait. C'est comme s'il y avait des chemins différents pour, on va dire, faire sortir cette énergie en fait. Ouais. Tous les liquides qui sortent de notre corps sont chargés émotionnellement et énergétiquement. Le meilleur exemple, c'est les larmes. On peut avoir des larmes de joie, on peut avoir des larmes de tristesse, on peut avoir des larmes de rage. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas dans notre vision occidentale, mais c'est vraiment quand on commence à s'ouvrir à des perceptions énergétiques, ou plus, pas énergétiques, mais plus holistiques, plus globales. On connecte tout, c'est pas juste le corps, c'est pas juste les émotions, c'est pas juste le mental, mais tout est connecté. Et quand il y a tout qui bouge, en fait, ça fait beaucoup plus sens que si quelque chose de physique se passe, en fait, émotionnellement, il se passe quelque chose, spirituellement, il se passe quelque chose, mentalement, il se passe quelque chose. Et du coup, ça, c'est le principe de la purge. De toute façon, peu importe d'où ça sort, que ce soit les larmes, l'urine, le caca ou le vomi, c'est une purge qui est sûrement nécessaire par les énergies qui se font bouger. Oui, et après, chacun a sa façon de le faire. Ça peut être aussi par le mouvement, par le son, par la respiration. En fait, tout ce qui est en mouvement, qui est quelque chose qu'on émane, c'est comme une libération, en fait. Donc voilà, c'est pas obligé de vomir, on peut très bien, les gens qui dansent, ils sont aussi en train de purger leur manière. D'exorciser les trucs. J'aimerais bien danser, moi, plutôt. Moi, ça m'arrive très rarement de purger, enfin de vomir en tout cas. Ouais. Ça m'est arrivé qu'à 2-3 cérémonies. Alors qu'on me disait, oui, non, l'ayahuasca, tu vomis tout le temps. En fait, non, moi, sur toutes les cérémonies, j'ai vomi que 2 fois, et pas beaucoup. Après, moi, je te dis, je suis très sensible au ventre, j'ai très vite la nausée, donc c'est pour ça que je te dis ça, parce que... Non, en fait, c'est pareil, si on a des peurs, des trucs comme ça, en fait, le corps, il sait, en fait, il va pas nous retraumatiser. Ah ouais. On va pas aller là où on veut pas aller. Il y a cette peur d'une perte de contrôle totale. Après, si on lâche prise et on décide d'y aller, c'est aussi une façon de se guérir de cette peur, de ce mal-être. Exactement, passer à autre chose. De passer à autre chose, mais si tu veux pas vomir, tu vas très bien pouvoir le faire sortir cette énergie, ou en tremblant, ou en bougeant, ou en pleurant, ou même accepter juste de lâcher prise, et puis peu importe comment ça sort, on s'en fiche. Ouais, exactement. Ouais. Je pense pas que tu es là, où est le rouleau de PQ? Je pense que tu lâches tout, peu importe, on est dans un truc plus fort. Ça, c'est quand tu es dans un lâcher-prise complet, mais, ce qui est très beau, mais il y a des cérémonies où... Au début, moi, ça m'arrivait d'avoir ces lâchers-de-prise complets, parce qu'en fait, c'est comme si je me faisais embarquer, je rentrais dans une voiture et puis je me faisais complètement embarquer. Et après, plus ça va, en fait, plus tu t'apprends à naviguer ces états. Ouais, parce que tu les connais un peu. Voilà. Et plus tu sais, en fait, non, là,
j'ai pas envie de me rouler par terre et de crier, j'ai besoin d'aller aux toilettes, je me lève, je marche tranquillement aux toilettes et j'y vais. Ouais, donc ça peut être intéressant d'en faire plusieurs si on le sent. Ouais, Parce qu'on progresse, et puis progresse, surtout, ouais. on connaît un peu plus, on sait à quoi s'attendre, puisqu'on l'a déjà vécu Exactement. une fois. Ouais. Exactement. Est-ce qu'il y a des gens qui ne devraient jamais faire ça? J'imagine que oui, les gens... Déjà, les gens qui sont pas attirés par ça. Ouais, c'est sûr. Après, moi, j'évite je suis pas médecin du tout. Mm. Donc j'évite de tous les gens qui sont sous traitement fort, peu importe lequel, parce que je sais pas ce que ça fait, je m'y connais pas du tout, je préfère pas prendre de risques, je fais vraiment ça pour aider les gens et ça me rendrait super triste de faire du mal à quelqu'un en fait. Bien sûr. Donc je suis très méfiant, enfin pas méfiant, je fais très attention en fait. Tu demandes s'il y a des gens qui sont sur traitement ou je sais pas... qui ont des troubles, des troubles neuro voilà, genre schizophrènes ou... Oui, là c'est sûr que... Là, des trucs comme ça, en fait, On va éviter. j'essaie d'éviter parce que je sais pas du tout ce qui peut arriver. J'ai pas Bien envie sûr. d'empirer leur état. Après aussi, les gens, il y a des gens à qui qui voulaient faire la cérémonie avec moi, que j'ai pas redirigé, mais que je leur ai dit de pas maintenant, en fait. Parce qu'en fait, ils voulaient faire cette expérience, mais c'était... il y avait trop de peur, il y avait trop enfin, ils n'étaient pas pris, ils étaient en train d'essayer de se forcer parce qu'ils se disaient, ouais, une cérémonie, ça va me changer la vie ou un truc comme ça. Mais Ouais. après, ça vient avec le temps et l'expérience, on commence à ressentir les gens. Et puis, je voyais, la cérémonie, déjà, un élément comme ça, parce qu'on sait des cérémonies de groupe, il faut aussi voir que le groupe qu'il y ait une cohésion, en fait. Bien sûr. Si une personne qui est terrifiée, en fait, le groupe... il peut partir aussi en mauvaise énergie. En fait, c'est pas forcément une mauvaise énergie, mais en fait, on a des influences les uns sur les autres. Quand on est en groupe, on le sent tous. Par exemple, si on rentre dans une pièce où il y a eu des gens qui étaient en colère et qui se sont battus, on dit, oula, c'est quoi cette atmosphère qu'il y a? Ouais, tu le sens, voilà. On le sent. C'est lourd. Et c'est comme si je vais faire une petite parenthèse énergétique. Donc, en fait, on a notre corps physique, et autour de nous, on va imaginer qu'on a une bulle qui est un peu le corps énergétique. Et dans cette bulle-là, en fait, il y a toutes nos informations, que ce soit émotionnelles, énergétiques, spirituelles, mentales. Si on connaît ça et qu'on est sensible, on va pouvoir vraiment ressentir ça. Et donc là, par exemple, pour ce podcast, on se touche même pas, mais en fait, nos deux bulles, elles sont fusionnées là. Donc on est une bulle avec deux noyaux. Et en fait, toutes les informations émotionnelles, mentales, elles sont dedans. Et ce qui va se passer avec un groupe, en fait, c'est que s'il y a une personne qui a une certaine émotion, en fait, tout le groupe va le ressentir. Ouais. Et c'est pour ça aussi que dans les cérémonies, moi aussi, maintenant, je prends aussi la plante avec les gens, parce que du coup, comme je sais naviguer cet état, je peux aller très, très profondément dans des états très sereins, pleins d'amour, qui vont en fait tirer tous les gens vers cet état-là. Ah oui, tu restes en contrôle, mais en plus de manière positive et pour mieux les comprendre et pouvoir les aider. En fait, en gros, c'est comme si... il faut une sacrée expérience, quoi, pour ça. Hein. Après, c'est pas que les champignons ou les plantes, en fait, c'est tout. C'est un style de vie. Plus on choisit en fait, c'est une route, en fait, où on choisit à chaque instant d'être dans l'ouverture, dans l'amour, peu importe comment on l'appelle. Les gens, ils le sentent, et puis... Enfin, tu te sens bien. Il y a des gens avec qui on se sent vraiment bien. Ouais. Et on n'a même pas besoin de parler ou quoi. C'est juste. Oui, ou comme quand tu rentres dans une pièce et tu sens l'atmosphère lourde, t'es pas bien. Ou des gens qui sont très stressés. Ouais. Tu n'as pas envie de rester dans la même pièce parce que déjà rien que d'être là, ça. On va parler un petit peu plus de l'ayahuasca. Qu'est-ce que c'est? Il me semble que c'est un mélange de lianes, c'est ça? Alors c'est ça. C'est l'ayahuasca, c'est une liane. Et après, ça dépend en fait des mélanges. Des fois, il y a la chacruna. C'est la plus connue, où ça va être un inhibiteur. Donc il y a l'ayahuasca, c'est là où il va y avoir la DMT, c'est la molécule qui en fait est dite psychédélique, mais c'est aussi une molécule qu'on produit naturellement. Et l'inhibiteur, en fait, c'est qu'on produit naturellement quelque chose qui décompose cette molécule. Et du coup, l'inhibiteur, ça va empêcher que cette molécule soit décomposée. Et du coup, on va pouvoir rentrer dans ces états de transe. Et après, il y a plusieurs mélanges selon les régions, selon les chamans, selon les tribus. Mais de base, donc, ce sont des lianes, c'est ça? C'est ça. Et à la base, c'était utilisé pour quoi? Alors ça aussi, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, on a cette vision un peu moderne de l'ayahuasca qui est quelque chose pour guérir, et de la façon on va faire là-bas, faire des stages ou des retraites. Mais en fait, c'est quelque chose de très culturel. En fait, à la base, c'était des petites tribus où ils prenaient ça en fait. Et leur façon de faire est très différente de notre façon de faire.
Parce que c'était pas pour se découvrir totalement, C'est pas forcément pour se découvrir. Par exemple, eux, déjà, c'est s'il y a un problème dans la tribu, s'il y a quelqu'un qui est malade, ou qui est fou, ou qui est triste, en fait, c'est pas le problème de cette personne, en fait. C'est que toute la tribu est malade. Ça rejoint ce que je disais par rapport à la bulle énergétique entre nous deux. C'est en fait, il y a un problème dans la bulle, pas seulement sur la personne. Et du coup, en fait, ils vont faire une cérémonie, ça va être tous les gens de la tribu qui vont prendre la plante. Donc ça, c'est une façon de faire qui faisait et que nous, de notre point de vue, on ne comprend pas forcément. On va pas, si quelqu'un a une dépression dans la famille, on va pas, tout le monde ne va pas aller chez le psy, en fait. Apéro ayahuasca. Ouais, c'est une compréhension que nous, on n'a pas, en fait, et qu'eux, ils ont. Ouais. Après, il y a aussi d'autres façons de faire. Il y a d'autres tribus où, en fait, il n'y a que le chaman qui va en prendre et il va faire le travail pour les personnes. Donc ça, c'est aussi notre façon de faire. Mais en fait, c'est vraiment... différent en fonction des régions. En fait. Et c'est très... en fait, ça, c'est aussi quelque chose qu'on a oublié dans notre culture, c'est que le contexte est très important. Donc, selon où tu vis, les plantes qui sont là, le moment de l'année, tous ces trucs-là, en fait, ça a une importance. Et du coup, ça va avoir une influence sur la cérémonie, sur le protocole qu'on va utiliser. Et sauf que nous, c'est un peu à la carte. Bon, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci. Et c'est pas que c'est mal ou que eux, c'est mieux que nous. C'est juste qu'on a des cultures complètement différentes. Et justement... un des travaux que je sens que je suis amené à faire, c'est en fait rendre abordable pour notre culture ce genre de médecine, en fait. Où si on va au milieu de la jungle, en fait, on vient de deux mondes complètement différents. Et eux, ils vont pas du tout piger nos problèmes. Nos problèmes, eux, ils vont même pas voir que c'est un problème. Bien sûr, ouais. Et pareil, nous, ils vont juste nous donner à boire sans rien nous préparer. Eux, c'est la plante qui a toujours fonctionné comme ça, mais sauf que c'est pareil, on vient pas du même contexte, donc ça va pas forcément être le même travail. C'est pour ça qu'il faut se méfier de chez qui on va. C'est hyper important. En fait, il faut vraiment aller avec quelqu'un avec qui on se sent en sécurité, on se sent en confiance, où il y a, moi, il y a plusieurs trucs que je ferai vraiment attention, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un travail de préparation, est-ce que le lieu est sûr, est-ce que la personne est expérimentée, est-ce que après il y a un suivi aussi. Tout ça, c'est des éléments qui pour moi sont très importants, parce que si c'est très bien là, dans une tribu, il y a forcément un suivi puisque tout le monde vit ensemble. Ouais. Mais quand tu fais une retraite et qu'après tu repars et que tu retournes au Pérou, en Colombie, ou chez toi en France, 10 ans plus tard, il n'y a pas vraiment de suivi. Pour moi, je pense que c'est important dans notre société, en tout cas occidentale, d'avoir ça, en fait. Et donc toi, c'est ça que tu aimes faire, c'est développer à ta manière, pour les Occidentaux, ces cérémonies, pour qu'elles soient adaptées à leurs besoins et pour qu'ils puissent faire une recherche en fonction de notre société et de notre éducation. Pour moi, vraiment, toutes ces pratiques-là, que ce soit les cérémonies, que ce soit le tantra, que ce soit le yoga, en fait, il faut vraiment arriver à aller toucher le cœur de la pratique et ensuite se l'approprier, en fait. Pour moi, il n'y a pas un yoga, un tantra, c'est cette école-là qu'il faut suivre. C'est en fait, il y a autant de yoga que de personnes, il y a autant de tantra que de personnes, il y a autant de façons de faire une cérémonie que de personnes, en fait. On est tous différents et c'est vrai qu'il y a des bases à apprendre et après, c'est à toi avec l'expérience de te l'approprier avec ta personnalité et ton histoire. Voilà. Et il y a plein de gens qui s'agrippent à l'école ou à la pratique et qui s'arrêtent à un certain niveau ou se bloquent. C'est encore une fois notre société qui est comme ça, il faut qu'on respecte des protocoles. Des fois, ça peut être très bien, mais ça peut être très limitant aussi. Ouais. Il faut apprendre à se lâcher prise. Ouais. Ce qui est bien, c'est que ça nous permet de faire ça, pour le coup. C'est ça. Comment l'ayahuasca est différente des autres plantes hallucinogènes ? En fait, toutes les plantes sont différentes des unes des autres. Elles ont toutes... C'est comme s'ils avaient toutes la même leçon, mais que c'était des profs différents. Et ils vont avoir... Il y en a qui vont être très rudes, d'autres qui vont être beaucoup plus douces, d'autres qui vont être un peu plus malicieuses. Ouais. Pour toutes les plantes, en général, il y a un grand sentiment d'amour qui en dégage, en fait. L'amour, on a aussi tendance à penser que c'est ce truc tout doux, tout mielleux, mais quand on aime vraiment quelqu'un, on peut lui mettre quelques baffes pour le réveiller aussi. Donc c'est vraiment... c'est vraiment des degrés différents de ressenti et d'expérience. Là encore, c'est pareil. Il y a des fois où moi, j'ai fait quelques cérémonies d'ayahuasca où j'ai pas eu du tout d'effet, en fait. Et pareil, voilà, j'ai fait des cérémonies de champignons ou d'autres plantes où on m'avait dit oui, non, c'est tout doux, et où je me suis pris
une claque monumentale où j'en suis sorti tout tremblant. Et tu penses que parce que ça dépend de toi ou ça dépend le moment de ce que tu ressens à ce moment-là? Ça dépend de tout ça, en fait. Ça dépend du moment, ça dépend de toi, ça dépend de ton ouverture, ça dépend de ce que tu as besoin de vivre, de ce que tu veux vivre, de ce que tu es prêt à vivre. Toutes ces choses-là, en fait, il y a vraiment... encore une fois, on essaie de poser des étiquettes. Oui, l'ayahuasca, c'est la potion magique qui va me guérir. Mais en fait, il y a des centaines de modalités différentes. Que ce soit des plantes, que ce soit de la respiration, que ce soit de la danse, où en fait ça va avoir une puissance à partir du moment où on s'engage complètement en fait. À partir du moment où on a décidé de changer, qu'on a un peu ce ras-le-bol de là, bon là il faut que je change quelque chose, là je suis dédié à vraiment passer à autre chose, il y a une partie de moi qu'il faut qu'il meure. Ben, peu importe si on le fait en dansant ou avec de l'ayahuasca, on va chacun avoir nos facilités ou nos affinités. Et selon tes expériences, quand on est une jeune personne que tu viens de décrire, il vaut mieux commencer par quoi? Quelque chose de soft, j'imagine, non? Ça dépend, encore une fois. Il y a des gens où quelque chose de soft, ils vont pas être assez sensibles pour le sentir. Du coup, une cérémonie d'ayahuasca ou quelque chose qui peut vraiment bien secouer mes champignons, si ça peut très bien secouer, ou il y a d'autres choses, le San Pedro ou l'iboga qui vont être très forts. Mais il y a d'autres personnes qui vont travailler avec des plantes qui sont beaucoup plus subtiles, des plantes par exemple locales, ça peut être le coquelicot ou l'ortie ou des choses comme ça qui sont très subtiles, mais qui vont aussi avoir leur enseignement. Donc en fait ça dépend des personnes, en fait ça dépend du travail qu'on veut faire, c'est vraiment un travail de s'écouter, de pas faire quelque chose parce qu'on sent que on est forcé ou parce que tout le monde le fait, de vraiment faut pas faire une cérémonie d'ayahuasca parce que c'est dans le vent en fait, c'est vraiment sentir l'appel. Moi à chaque fois que j'ai fait une cérémonie par exemple, j'y suis jamais allé de moi-même en fait, on m'a toujours invité et c'est vraiment là je sens intuitivement que si ça vient à moi, il y a un appel et je sens qu'il y a un mal-être ou quelque chose en moi qui doit être réglé. Je réponds à l'appel, mais sinon je vais pas. C'est aussi pour dire que c'est pas addictif. Je vais pas y aller de moi-même. Ouais, bien sûr. Et si on veut commencer doucement, il n'y a pas de moyen de savoir. Du coup, il y a une plante qui est un peu plus douce. Non, ça dépendra de ce que tu viens de dire. Ça dépend totalement. En fait, ça aussi, ça dépend des pratiques. Ça peut être. Ça dépend des dosages. En fait, on peut commencer. Moi, je pratique des choses qui s'appellent le microdosage. Ouais. Où en fait c'est vraiment très très doux. En fait, les effets vont être imperceptibles. On va pas du tout sentir de changement dans notre perception. Ça va être plus au niveau peut-être émotionnel, où il va y avoir quelque chose qui va se passer, où on va peut-être moins procrastiner, on va peut-être un peu plus enraciner dans ce qu'on veut vraiment faire. Mais ça va être vraiment très subtil. Ça va être on va sentir qu'on va ouvrir Facebook moins facilement, quoi. Et du coup, est-ce que c'est au travail de chaman de déterminer la dose en fonction de la personne et de ce qu'il ressent pour elle, ou c'est le même dosage pour tout le monde? Ça change, j'imagine, même en fonction du poids corporel ou... Ça, encore une fois, c'est à débattre. Parce qu'il y a des... dans mon expérience, au début, je pensais vraiment, plus la dose est forte, plus c'est fort. C'est fort. Mais en fait, dans mon expérience, récemment, en fait, donc, il y a quelque chose dans les champignons, en tout cas, qui s'appelle la dose héroïque. Je pense que c'est Terence McKenna qui l'a créé. C'est 5 grammes de champignons séchés. Et donc ça, c'est censé être un trip hyper fort. Mais du coup, en fait, je me suis rendu compte que rien qu'avec 2 grammes, si tout ce qu'il y a autour, on se sent vraiment en sécurité et qu'on est prêt à lâcher, c'est tout aussi fort. Et puis même récemment, avec 1 seul gramme, il y a eu des cérémonies qui ont été, avec 1 gramme, beaucoup plus fortes que celles que j'ai faites avec 5 grammes. Donc en fait, ça dépend vraiment en fait, d'où on en est, à quel point on a une facilité à lâcher prise. Et puis du maître de cérémonie qui va te mettre aussi cette ambiance propre à lâcher prise. Ça, c'est aussi important. En fait, le maître de cérémonie peut faire que ça, il peut juste te guider à lâcher prise. Et après, c'est aussi te mettre à l'aise pour que tu... Ok, je peux lâcher prise. Mais sinon, c'est... Encore une fois, dans ce que je disais, dans le boulot que je fais, c'est vraiment redonner le pouvoir aux gens. C'est pas moi ou le maître de cérémonie ou le chaman, peu importe comment on l'appelle, qui va faire le boulot pour nous, en fait. C'est vraiment, il met tous les outils à disposition et après, c'est maintenant j'y vais, quoi. Et puis c'est moi qui fais mon boulot tout seul, en fait. Pourquoi on parle plus de l'ayahuasca que des autres plantes? Je sais pas trop, je pense qu'il y a eu plusieurs documentaires, il y a eu une fascination. Moi j'ai un ami producteur qui a fait ça, qui a fait un documentaire sur ça, qui a mis avec Yann Kounen, qui aussi a fait beaucoup de trucs avec l'ayahuasca. Lui, d'ailleurs, ses films sont très psychédéliques, sans psychédéliques, c'est marrant. Nous on a nos plantes aussi en Europe.
mais en fait qui ont eu, on va dire, mauvaise presse. Par exemple, les champignons, c'est vraiment le truc récréatif. Ouais, on va faire des champis à Amsterdam ou je sais pas trop quoi. Mais Ouais, en ça a fait, pollué l'image. même le cannabis, en fait, ça a des propriétés psychédéliques énormes. Où moi, j'ai fait des cérémonies avec cannabis aussi en Hollande, où c'était du même niveau qu'un truc d'ayahuasca, avec des visuels, avec Pour moi, c'est l'intention, c'est 90% du travail, en fait. Ouais. Pour moi, les plantes, elles ouvrent juste une porte, et après, en fait, c'est nous qui faisons le boulot. On peut, si on ouvre une porte, mais on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait, ben on peut errer sans savoir où on va. Mais si on sait vraiment, bon, c'est ça que je veux faire, quand la porte est ouverte, on peut vraiment être très efficace et puis aller très loin. C'est vrai que c'est dommage qu'on ait ces mauvaises images sur ces plantes, parce que comme l'ayahuasca, on dit que voilà, c'est pas des drogues, ce sont des plantes médicinales au final. Oui, en fait, c'est le mot drogue, en fait, mais... C'est une mauvaise connotation c'est tout de une mauvaise suite. connotation, mais en fait, à la base, c'était le mot pour dire médicament aussi, drogue. Ouais. C'est Paracels, c'est un médecin du Moyen-Âge qui avait dit tout est toxique, rien n'est toxique, tout est une question de dose. Et c'est vrai, en fait, on peut très bien s'intoxiquer on peut mourir avec du Doliprane ou avec même de l'eau. Pour moi, c'est pas vraiment des drogues dans le sens où on le voit que c'est quelque chose d'addictif qui va nous mettre à la rue. Et puis, Ouais. Je pense qu'on a vraiment une mauvaise image de tout ça, mais, ouais. mais heureusement qu'il y a des pays comme l'Amérique du Sud qui nous montrent un peu l'aspect traditionnel et qu'il y a des gens comme toi qui s'adaptent en fait avec la manière occidentale pour qu'on puisse le tester avec notre culture et notre éducation. Je trouve ça bien. Merci. Merci J'ai pas encore testé, mais au final, comment ça fonctionne? Est-ce que tu parlais de la DMT, est-ce que ça libère en fait cette molécule en nous et du coup ça réduit, c'est ce qu'on disait au début, ça réduit le mental, c'est ça, et ça nous permet de nous ouvrir au champ quantique? Oui, en fait, c'est ce que je disais, ça ouvre des portes, en fait. Voilà, les nouvelles Ça autres ouvre- dimensions. Ça ouvre des portes de perception. Après, ça dépend encore des gens, en fait. Ça dépend des plantes, ça dépend des gens. Il y a des gens où ça va être, ce que je disais, au niveau physique, ils vont vraiment avoir des sensations. D'autres, ça va être une ouverture, on dit du cœur, parce que c'est des émotions. Ils vont comprendre. Et dans toutes les plantes, presque, il y a cette notion d'unité, en fait, avec qu'on n'est qu'un, en fait. Et qu'on est connecté à tout. Et peu importe, il y a plein de degrés différents de lecture du truc de on est un, tout ça est un rêve, tous ces trucs-là. Après, c'est un autre sujet, je pense. Est-ce que pour toi, l'expérience avec l'ayahuasca, elle permet d'accélérer le développement spirituel? Même si d'ailleurs, on n'est pas spirituel. Oui, après, accélérer... en fait, encore une fois, pour moi, c'est des expériences qui se présentent que quand on est prêt, en fait. Comme la plupart des choses, en fait, dans la vie, on a un boulot quand on est prêt, quand on a eu son diplôme ou quand on a eu assez d'expérience pour... avoir ce truc-là, ou alors quand on décide, non, là, il faut que je me bouge, je vais créer mon truc, et on y va, et on travaille. Mais l'ayahuasca, c'est pareil, c'est pas la potion magique, ça peut... Ça n'arrive pas par hasard, cette expérience. Pour moi, elle n'arrive pas par hasard. Je suis complètement pro-ayahuasca, mais encore une fois, il y a des gens qui sont pas prêts du tout. Est-ce que tu connais des gens qui ont eu des mauvaises expériences avec l'ayahuasca? Et tu vois, j'imagine que dans les séances, il y a des moments durs et donc désagréables et même horribles, mais généralement, ça te change en bien. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont eu que des expériences horribles et au final, ça les a traumatisés Alors ça, moi personnellement, je connais personne qui a eu ce genre d'expérience. C'est déjà bon signe. J'ai eu beaucoup un peu des légendes. Oui, il y a cette personne qui a pris ça et puis en fait, elle est restée bloquée. Elle était possédée ou je sais pas. Et puis après, elle est devenue folle. Donc je peux pas dire de mon expérience personnelle. Je connais personne qui est vraiment devenu fou ou et pourtant t'en as fait. Pourtant j'en ai fait quelques-unes, d'accord. Mais je pense que ça peut être possible comme dans n'importe quel. Toutes les histoires encore d'accompagnement. S'il y a un mauvais chaman ou une personne qui va dire oui alors que la personne justement elle est sous traitement ou elle est schizo. Il y a ça aussi. Après c'est une question de bon sens. C'est pas une question c'est l'ayahuasca qui a fait ça ou. C'est le mauvais usage, le mauvais usage avec la mode qui en résulte aussi. Ouais, voilà. Et puis après, il y a aussi, par exemple, l'alcool, où il y a beaucoup de dégâts qui sont faits et qu'en fait, comme c'est dans la tradition, on va dire, ça pose pas vraiment de problème. Exactement. Je pense qu'il y a plus de morts à cause de l'alcool qu'à cause de l'ayahuasca. pour être honnête. Ça m'étonnerait pas. Étant donné que la plupart des gens qui vont faire ces expériences vivent en ville avec un travail un peu routinier, et en quoi ça peut être utile pour eux? Ce qui est intéressant avec ces expériences, en fait, en règle générale, avec toutes les expériences mystiques,
c'est qu'il y a au final rien qui change, mais tout qui change en fait. C'est juste Ouais. une question de perception en fait. Et de sagesse, peut-être. Peut-être aussi. Ou ça va. La plupart des gens font pas comme moi, ils vont pas tout arrêter et puis se lancer dans d'autres choses. Moi j'étais déjà en phase de Changement. de changement. C'est juste la petite goutte d'eau qui a fait bon enfin non en fait là vas-y fais autre chose. Ça va apporter en fait, c'est comme un accompagnement, c'est comme si on commençait une formation chez quelqu'un en fait, on va pas forcément tout arrêter, on va juste avoir on va avoir un nouveau livre, on va avoir des nouveaux outils, on va avoir une nouvelle perspective du monde, mais on peut très bien garder la même vie. Ouais. Mais disons que ça peut t'ouvrir des portes, même au niveau de ton mental et de ta personnalité, pour changer certaines choses qui ne te vont Oui, plus. des fois, ça va être guérir ses relations de famille, ses relations amoureuses, ses relations avec son travail. Enfin, en Ouais. général, c'est tout ce qui Est un poids pour toi. est un poids ou Mm. en fait, en général, c'est guérir toutes les relations, peu importe que ce soit avec le travail, avec la famille, avec soi-même, avec son corps. On va petit à petit guérir ça, apporter plus d'amour là-dedans. Mais ça veut pas dire qu'on va tout arrêter. Ouais. T'as déjà vu des transformations surprenantes, ouais, très agréables de clients, entre guillemets? Est-ce que tu as un Oui, exemple d'une parfois, transformation? c'est assez étonnant. J'ai eu des personnes qui ont décidé d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer du jour au lendemain, de devenir végan, vraiment, qui ont fait ça comme ça. Des gens qui ont aussi décidé de continuer ce travail-là parce qu'ils ont vraiment vu que ça avait un bénéfice. Et puis, en fait, sur 1 an, sur 2 ans, on voit qu'ils changent complètement, même physiquement. Ils prennent plus soin d'eux, ils sont plus rayonnants. Ouais, ils s'épanouissent. Oui, ils s'épanouissent, ils vont vraiment vers ce qui leur plaît et au lieu de se forcer à être dans quelque chose qui leur convient pas en fait. Ouais, ouais. C'est bien, ça. Ouais, Tant mieux, c'est encourageant, ça. ça donne envie d'en faire encore plus des sessions. J'imagine qu'il y a des abus, que certains n'utilisent pas du tout dans un but spirituel ou de recherche de soi, mais plus pour un mode récréatif. C'est un peu donner une mauvaise... Voilà, c'est ce qu'on disait, c'est un peu donner une mauvaise image, mais est-ce qu'il peut y avoir des conséquences négatives par rapport à ça, personnellement? Je pense que ça peut, quand on a une expérience très forte où on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé, on peut vraiment être un peu traumatisé parce on a peur de quelque chose. Par exemple, je parlais de mon frère jumeau, en fait, il a eu une expérience récréatif comme ça avec du LSD et en fait c'était tellement fort qu'en fait il était plus ou moins ouvert pour faire des cérémonies. En fait maintenant il s'est dit non en fait c'est beaucoup trop ces trucs là, une petite bière ça suffit. Et on en revient au pouvoir de l'intention. Si quelqu'un prend Ouais. ça pour juste se la mettre et au final il se tape des bad trips, bah, c'est parce que l'attention n'était pas Ouais. correcte au début. Pour moi bad trip c'est en fait juste qu'on s'égare enfin on n'a pas d'intention et en fait on tombe dans un truc qui nous fait peur. Voilà. Pour moi, c'est ça la définition du bad trip. Sinon, il n'y a pas vraiment de. Enfin, moi, j'ai 0 bad trip dans tous les gens que j'accompagnais. Ouais. C'est vraiment. Il peut y avoir des moments difficiles où on va confronter des peurs, on va confronter des moments émotionnels difficiles, mais quand on en ressort de l'autre côté, c'est un soulagement et on en sort vraiment très grandi en fait. Oui, parce que tu veux dire que des fois, il faut passer par des phases très noires pendant cette cérémonie pour affronter les douleurs qui étaient inscrites dans notre corps ou les traumatismes, c'est Pour ça? moi, tout ça, c'est des occasions en fait de choisir l'amour plutôt que la peur. De vraiment se dire non, en fait là, j'ai une occasion de grandir, de prendre conscience. De pas me crisper dans la peur, et en fait, de me détendre, de me relaxer et de vraiment voir qu'en fait, il n'y a pas forcément de lieu d'avoir peur, d'accepter un deuil, d'accepter une tristesse, d'accepter une émotion qui est là, ou de voir qu'en fait, il n'y a pas raison d'avoir peur. Et puis après, on en sort vraiment grandi de ça, libéré. Tu nous en as déjà parlé, mais il y a des pays comme la France où c'est pas légal. Comment bien faire ses recherches et quels sont les critères pour trouver la bonne personne? Alors, pour faire ces recherches, donc c'est assez difficile justement à cause de ce truc de l'égalité. En général, c'est ce que je disais plus tôt, ces expériences, elles arrivent que quand on est plus ou moins prêt. Ouais. Et ça arrive de façon assez magique en général. Ça va arriver, on est dans une soirée, et puis en fait, il y a quelqu'un qui commence à te parler, et puis ah ouais, c'est des champignons, et puis tu fais ça, et puis du coup, de fil en aiguille, on se retrouve dans un groupe où ça va arriver, mais c'est vraiment... C'est du bouche à oreille souvent. c'est souvent ça en fait. Et puis en général, quand on est prêt à ces expériences-là, on commence un peu à traîner avec des gens qui ont cette même envie ou cette même énergie. Et puis il y en a un qui va mettre le pied dedans, et puis après, tous les autres vont
avoir l'adresse ou avoir Oui, parce qu'ils se font confiance entre eux, Ouais, et puis voilà. si ça s'est bien passé. Et puis ils voient en fait les bénéfices de la personne. La personne, en général, une expérience traumatique, on va pas aller la faire la promotion de Bah voilà. ce truc-là. Donc en général, si quelqu'un a une bonne expérience et la recommande, bah, c'est un bon signe. Oui, ça veut dire qu'il s'est senti en Qu'il sécurité. s'est senti en sécurité, qu'il en a tiré quelque chose. Au final, c'est tu vas vivre ce que tu as besoin et pas ce que tu veux. Est-ce que ça serait pas la véritable devise de l'ayahuasca ou des champis? Oui, et sur un côté plus profond, en fait, c'est toujours ce qu'on veut, en fait. Ouais. On vit ce qu'on veut, et après, Oui. sur le côté inconscient, on va dire, ça va être ça, mais c'est vraiment, quand on commence à poser les intentions, oui, on va pas forcément voir des licornes et puis des arcs-en-ciel et puis se marrer, mais au bout du compte, en fait, quand on pose l'intention réellement, bah, c'est aussi ce qu'on veut, en fait, ce qu'on vit. On va pas forcément passer par la route qu'on avait imaginée. Là, ça, c'est la surprise. Et c'est en général ce qui est très beau, c'est qu'en fait, on s'attend vraiment pas à ce qui se passe. C'est vraiment toujours c'est ça qui fait peur aussi, c'est que c'est un saut dans l'inconnu à chaque fois. Ouais, ça pourrait être une bonne devise. Mais en plus, je pense que dans notre société, tout est tout noir, tout est tout blanc. Donc Ouais. c'est compliqué à partir de là. C'est ça. Alors, Des choses négatives peuvent nous faire grandir énormément. Il faut savoir les affronter, Ouais. les écouter. Tu vois, je trouve que c'est un peu la limite de notre société, quoi. On va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Si tu étais sur une île déserte avec un seul livre, lequel serait-il? Alors, une BD. Ah, on me l'a jamais sorti, mais pourquoi pas? Non, je sais pas. Il y en a un, ce serait un livre avec des pages blanches pour que je puisse le remplir. Ah, pour passer le un temps. projet? Par exemple, d'île déserte, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment avant tout ça, que tout ça m'arrive, c'est un livre qui s'appelle, il me semble, Éloge des voyages insensés, Vassili Golodanov. Peut-être que c'est pas du tout ça, mais, mais bon, on Un va truc dire russe, quoi. un truc russe. Mais c'est vraiment c'est l'histoire d'un mec qui est journaliste et qui a ce projet d'aller dans une île déserte, et puis il a tout ce rêve d'aller là. Il y va, c'est pas du tout ce qu'il s'attendait, mais il a des expériences, on va dire presque mystiques, et il y retourne, et puis c'est tout un récit, c'est vraiment Transformation. une transformation, mais c'est super profond Ouais. Et puis comme par hasard, c'était avant que tu fasses toutes ces cérémonies, c'était, tout ce chemin. c'était un peu juste avant où Ouais. j'étais en train de me... C'était l'entrée. C'était l'entrée, ouais, c'est ça. Une habitude à supprimer. Écouter tout ce qu'on nous dit comme si c'était du pain béni. Enfin, de vraiment s'écouter soi et faire ses propres expériences plutôt que peu importe si c'est quelqu'un qui est bien intentionné, il n'aura jamais notre expérience de vie, en fait. Donc c'est ça aussi l'habitude à prendre. C'est ça. Bah, C'était ma voilà. question suivante, mais du coup voilà. Un voyage à faire absolument. Un voyage avec des plantes. Non, un voyage, en fait, celui qui nous appelle, en fait. Ouais. Je dirais ça. Parce que, bon, en fait, c'est ce que je disais, c'est pas pour tout le monde. Ce serait... ouais, ce qui nous appelle, en fait. Le voyage qui nous appelle. Ouais. Oui, ça peut être d'ailleurs d'aller en Picardie, et puis, Ouais, ça soit très bien. ouais. Enfin, c'est vrai, on peut toujours aller très loin en Australie ou je ne sais où, mais... Aller chez ses parents et puis voir là où il y a tous les non-dits. traumas d'enfance, tous les trucs, tous les secrets. Ouais, exactement. Mais après avoir fait un séjour ayahuasca pour comprendre tout le boulot qu'il y a à faire. Ouais. Ton mantra, si tu en as, en tout cas des phrases que tu te répètes. Des phrases que je me répète. Très souvent, je me pose la question, surtout dans les moments un peu difficiles, ou alors je sens où je me crispe un petit peu. En fait, c'est ça, c'est une pratique, en fait, c'est l'art d'accueillir, en fait. Parce que l'acceptation, il y a encore ce côté un peu, cette connotation un peu négative de on accepte notre destin ou notre sort. Alors qu'accueillir, en fait, c'est bon, t'accueilles un ami que t'as pas vu depuis 10 ans, il y a toute cette joie de ah, ça fait tellement longtemps, et puis se prendre dans ses bras, faire un câlin. Et en fait, on devrait pouvoir accueillir toutes les expériences sans les juger, donc sans dire c'est bien ou c'est mal, avec cette attitude-là. Et après aussi, en fait, pas s'accrocher, en fait. Il y a cet ami-là qu'on n'a pas vu depuis 10 ans, on va pas dire ah ça fait tellement longtemps, et puis une fois qu'il est dans notre appart, on ferme la porte à clé et puis on lui en menotte. Non, on fait pas ça. Il est libre de partir quand on veut, en fait. Donc ça vient. Ça vient sa part. Ça vient sa part, en fait. Voilà, c'est t'accueilles et puis tu libères quelque part, ou tu laisses libre. Ouais. Et du coup, que ce soit une personne, que ce soit une expérience, que ce soit une émotion, c'est pareil, on accueille et puis on laisse partir. Ouais, rien n'est permanent. Ouais, voilà. Exactement. En plus.
Qu'est-ce que tu te serais dit à ton plus jeune toi, 10 ans auparavant? Je me serais juste regardé en me disant tu sais pas ce qui t'attend, toi. Coquin. Je dis tout va bien se passer. Il y a plein de surprises sur ton chemin. Ouais. C'est ça qui est beau. Ouais. Et pour finir, un conseil pour nos auditeurs sur la vie? Une petite réflexion, un petit conseil. Un petit conseil. Si, vous pouvez écouter des conseils si vous sentez que c'est dans votre fort intérieur, que ça vous apporte quelque chose, que ça vous amène quelque part, mais en fait, encore une fois, le meilleur conseiller, c'est vous-même, en fait. Écoutez-vous, écoutez cette petite voix à l'intérieur, cette intuition. On sait, en fait, on sait tout déjà. Ouais, c'est juste qu'on n'a pas confiance en nous. On n'a pas confiance en nous et on se dit eux ils savent, ils ont un diplôme ou il est chaman ou peu importe. On sait déjà tout en fait. On délègue trop en fait sur les autres avec les autres personnes. C'est ce que je disais au début. On se déresponsabilise. C'est parce qu'il pleut, c'est parce que c'est parce que c'est ma mère qui m'a fait ça quand j'étais enfant. Non en fait à partir du moment où on se responsabilise, on reprend notre pouvoir et puis c'est pareil pour voilà. Les conseils, c'est non, en fait. Pourquoi il saurait mieux que moi? Peut-être que tu as une expérience à faire, peut-être qu'il a fait une expérience que tu n'as pas encore, mais c'est pas en parlant que ça va se faire. En fait, c'est toi en faisant l'expérience que ça va tilter. En fait. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux, encore une fois, et en fait, la ceinture noire, en Europe, c'est en mode, c'est bon, on a le niveau, on a tout ce qu'il faut. Au Japon, en fait, la ceinture noire, c'est tu viens d'être accepté dans l'école, en fait. C'est ça, j'aime bien cette mentalité. Ouais. Et du coup, la maîtrise en fait au Japon, quand tu es maître, en fait, c'est que tu deviens maître de toi-même. Tu n'as plus besoin de quelqu'un d'externe pour te guider. Et quelque part, c'est ce que je veux amener en fait, amener les gens à leur propre maîtrise, d'être leur propre maître, peu importe le chemin qu'ils choisissent, que ce soit la danse, le vélo, la couture, qu'ils arrivent à vraiment être complètement eux-mêmes et à se comprendre plus. Voilà. C'est ça que j'aime bien, c'est que toi, tu as fait ton parcours et du coup, tu mélanges toutes tes petites disciplines qui t'ont aidé pour aider les autres personnes à faire la même chose, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. À mon avis, ça va continuer, ça va beaucoup se développer, je pense. Oui, là, il y a plein de trucs plein de portes qui s'ouvrent. Eh ben, merci beaucoup, Louis. De rien. Et puis, bon voyage avec les champis.